moment Je suis actuellement blessé, donc pour me remettre un peu de ma blessure, je suis rentré voir ma famille et rentré au Fénois, tout simplement. Voilà. Et son dernier club, c'était Bayonne, pour ceux qui connaissent un petit peu le sud-ouest de la France et là où le rugby bat au cœur. Jérémia, tu peux te présenter et dire un peu ton lien au rugby, à côté du film que tu as fait? Yorana, my connection to rugby is I'm a professional watcher of the game. I tried to play when I was younger, but I'm very skinny when I was young. I still am, I hope. My brothers were very good, and when I run on the field, I just get smashed. And that's as far as I got in my professional career. So I love to watch it, and I wanted to make a film about it. John? Kia ora, everybody. My name is John Utanga. I'm a journalist from originally Cook Islands, now in Auckland, New Zealand. Been a journalist covering all sorts for many, many years. Like Jeremiah, I'm an avid rugby spectator. I'm asthmatic, so I could never have any kind of rugby career, even though I played as a young kid in Rarotonga. But pleasure to be here and to share what I know about our beautiful game to our audience. Meitaki. Thanks. Teiki? Yorana à tout le monde. Donc moi c'est Teiki Dubois. Je suis actuellement le vice-président de la fédération polynésienne. Comme il a dit, j'ai été joueur et puis pendant 10 ans j'ai coaché le club de Pirée. Teiva a été un de mes joueurs, comme Makalea. On a eu l'habitude de former plusieurs joueurs qui aujourd'hui jouent en Europe. Et donc du coup, ce film a une résonance particulière pour nous. Voilà. Et donc je vais partager un peu mon expérience à ce niveau. Merci. La table ronde, l'intitulé, c'est le rugby dans le Pacifique, sport, culture et visibilité. Si vous le voulez bien, alors pour ceux qui n'ont pas encore vu le film de Jérémia, évidemment, je vous encourage à le voir. C'est un film qu'on pourrait qualifier de poignant, qui est inscrit à la compétition. Et c'est une vision très, 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 très intéressante, très de l'intérieur du rugby. Je crois que le rugby est effectivement et assurément le sport le plus emblématique du Pacifique. Alors, paradoxalement, c'est un sport qui a été inventé en Angleterre il n'y a pas si longtemps que ça, mais c'est devenu le sport du Pacifique. On connaît tous les Samoa, les Tonga, les Fidjiens, un peu les Tahitiens. Pourquoi, à votre avis, je vais peut-être commencer avec toi, Jérémia, c'est devenu un sport océanien, le rugby? I believe that it's a simple game, you know. You can grab a coconut. I've seen boys play with a jandal, with a bottle, and you just grab the ball and you run. But I think what makes it very popular here is that we have young people, young men, and now young women who are very good athletes, and naturally we've had generations of our people working the land, and so we've become very strong, very athletic, and we're competitive, you know. Samoans think they're better than Cook Islanders. Tahitians are the best, apparently. So we're competitive, and we're built for explosive, some say aggressive, games. And so I think that's why it's taken off, and why some of us are very good at it. Teiva, pourquoi, à ton avis, le rugby s'est imposé comme un sport océanien? Et je pense qu'aujourd'hui, on peut le considérer comme ça. Tu as une idée sur pourquoi les Océaniens sont plus aptes à jouer au rugby que d'autres peuples, par exemple? Et je pense que c'est un sport qui nous correspond beaucoup dans les valeurs et le combat, notamment. C'est un peu dans notre ADN d'avoir ces capacités à se dépasser, d'avoir du combat,
de réunir toutes ces choses-là autour d'un sport et du ballon en particulier. Puis tu as le côté aussi collectif où on est très communautaire et tu le retrouves là-dedans justement. Tu retrouves une deuxième famille. Ta famille, tu la laisses à Tahiti pour moi et puis tu vas en France jouer. Donc tu retrouves une deuxième famille aussi dans ce sens-là. Intéressant. John, I've been thinking hard about this. Just quickly, I want to give an example. Football. Let's look at football. Brazil, best team in the world. To me, one of the reasons they're the best team in the world because their kids kick the ball in the street from 5, 6, tiny age. You go to the Pacific Islands, they're playing rugby. Samoa, Tonga. The game starts at that very grassroots. Grassroots is a term we use a lot in New Zealand to describe how the game grows from the bottom. And to me, you need grassroots at a powerful level. Pacific people love the game because they play it at the grassroots, at the village level. It's a simple game. You don't even need a ball. And to me, that's the power, the strength of the game for our community at that grassroots level. By the time they get older, they've got that skill set in them. They just need fine-tuning, money, coaching, and they're already halfway there, in my view. And that's, to me, that's why they're so good. t'es qui? T'as un éclairage de ta part? Non, mais je rejoins parfaitement ce qui a été dit. C'est dans le Pacifique, on aime vivre en communauté et le rugby est un sport où on réussit ensemble. Si on va seul, on n'y arrive pas, premièrement. Deuxièmement, comme il explique, je le rejoins, c'est qu'on aime jouer, on aime s'amuser et ils le font par le plaisir hein, dans le Pacifique. Et troisièmement, je rajoute aussi qu'il y a la dimension pécuniaire. C'est-à-dire qu'on va ailleurs dans le Pacifique, ils n'ont pas 50 000 choix de sport. Ils font du rugby parce que derrière, ça, le reportage le montre très bien, c'est un moyen d'émancipation aussi, c'est un moyen de ramener de l'argent à la famille. Et beaucoup s'engagent déjà dedans pour cette volonté de faire vivre sa famille. Oui, ça, on reviendra sur ça plus tard. Après, donc, si je comprends bien, quelque part, il y a une appétence particulière des Océaniens pour cette notion de jeu de guerre, un petit peu, de combat, peut-être de combat de clan, peut-être que ça vient se substituer aux rivalités qui embrasaient le Pacifique il y a des siècles et des millénaires. C'est un peu comme ça qu'il faudrait le voir, et que du coup ce sport est arrivé comme ça, et c'était une évidence que c'était un sport océanien, peut-être, hein, c'est ce que je crois comprendre, en plus de la communauté. Donc voilà, tout le monde est d'accord. Effectivement, la notion de c'est un sport qu'on jouait avec rien. Jérémia parlait tout à l'heure de la noix de coco. Effectivement, il y a du reste une théorie qui dit que les Fidjiens en particulier, ils ont des appuis de folie parce que vu qu'ils jouent pieds nus, ils développent des muscles dans les pieds qui font que derrière, ils ont une capacité à faire des changements de pied comme ça. Donc c'est pas inintéressant et c'est pas une mauvaise école non plus. Taiki, ça te fait penser à quelque chose? Oui, exactement, parce que en plus les Fidjiens ils font des parties sur la plage, plusieurs générations, les petits de 10-12 ans avec les adultes, et s'ils veulent éviter de se prendre les grands costauds des adultes, eh bien, ils sont obligés justement de travailler sur l'évitement, et c'est en ça qu'ils développent justement ces facultés d'évitement en jouant sur la plage, sinon ils se font ramasser par un gros Fidjien qui leur tombe dessus. Ok, alors je ne sais pas si l'évitement c'est le propre du rugby samoa ou Tonga, peut-être, Jérémia. L'évitement. You get it? Yeah, I probably got crushed quite a lot, but I'm not the best person to ask about avoiding getting tackled because I got tackled a lot. Ok, donc et une autre particularité du rugby océanien, c'est qu'aujourd'hui, c'est un rugby qui s'exporte. J'ai pas trop de stats de chiffres, mais c'est quand même assez important. Le rugby français que je connais un petit peu, il y a plus de 100 Fidjiens qui jouent aujourd'hui entre le top 14 et la Pro D2, c'est-à-dire les deux premières divisions. 100, c'est énorme. Et pareil pour les Samoa. Alors, pour le Pacifique francophone, des Wallisiens, il y en a des centaines, là je pense qu'on frise le millier. Des Samoa, des Tonga. Aujourd'hui, dans toutes les équipes nationales
des meilleures nations au monde, il y a des joueurs océaniens. Chez les All Blacks, vous avez Umanga, c'est un Samoan, Rokosoko, c'est un Fidjien. En France, il y a Nakaitasi, il y a Tofi Fenua. Enfin, en Angleterre, il y a Tuilagi. Du reste, Tuilagi, dont le neveu, samedi, a joué avec l'équipe de France, Pozzolo. En Irlande, c'est Bundiaki, qui est dans le film de Jeremia. Enfin, il y a des Océaniens dans toutes les équipes nationales, ce qui est quand même assez intéressant, hein, sur cette espèce de colonisation à l'envers, et de voir que c'est les Océaniens qui vont coloniser l'Angleterre pour envahir leurs équipes de rugby. Je trouve ça assez rigolo. Mais bon, la réalité aussi, c'est que il y a des gens qui réussissent, et Jeremia en a montré plusieurs. Hein. Moi, je pense à tous ceux qui sont dans le film, les Bundiaki, qui sont des stars dans leur pays, le Piatou, tout ça, c'est des joueurs monstrueux. Il y en a peut-être aussi qui réussissent moins bien, et que sur les milliers de joueurs océaniens qui se sont exilés, il y a aussi beaucoup de souffrance, beaucoup de homesickness, d'avoir le blues du pays. Teiva, c'est quelque chose, toi, qui t'a remué un petit peu quand tu as vu le film tout à l'heure? Oui, pour moi, c'était un film très touchant parce que je me suis vu à travers eux dans les faiblesses et dans les hauts qu'on peut avoir dans le sport de haut niveau, notamment le rugby professionnel. Donc c'était assez touchant. J'avais les larmes aux yeux dans pas mal de passages, et voilà, c'est des choses que vous avez pu voir, qu'on ne montre pas forcément. Donc c'est un peu comment dire, voilà, notre intimité, puis ce qu'on peut ressentir et ce qu'on peut ne pas voir à la télé, etc. Et en tant que seul Tahitien joueur en top 14, par exemple, pour ceux qui connaissent un petit peu, j'aurais peut-être eu besoin d'un mentor pour m'aider à progresser, par exemple, mais eux, comme ils ont une grosse communauté tongène, samoane, ou fidjienne, ils ont beaucoup de solidarité entre eux. Et voilà, moi, c'est ce que j'ai pu ressentir, c'est exactement ce dont ils ont raconté. Jamien, ça appelle quelque chose chez toi, ce côté à la fois réussite, mais également d'éloignement, de besoin de famille, besoin de soutien, et que même si ce sont des guerriers, il y a aussi un moment de l'incertitude, voire même des blessures. Sorry, can you repeat the question? Il y a des gens qui réussissent, il y en a beaucoup d'autres qui ont beaucoup plus de mal, que tous partagent ce problème d'éloignement de leur famille, des incertitudes, et que le club t'y est de 8h à 17h, mais après tu es tout seul dans une ville qui n'est pas la tienne. Je vais peut-être dire une petite anecdote qui est assez rigolote. Il y a deux joueurs fidjiens qui sont Serevi, Waisale Serevi, que tout le monde connaît, qui est le roi du rugby à 7, et Satala. Dans les années 80, ils ont débarqué à Mont-de-Marsan, qui les a accueillis comme des rois qu'ils sont du reste. Et ils avaient une petite maison que leur avait prêtée le président dans la campagne. Et ils étaient chez eux un dimanche, puis ils voient passer un poulet dans le jardin du voisin, donc ils vont l'attraper pour le cuisiner. Et le paysan vient les voir pour dire, en fait, ici, les poulets, ils appartiennent à quelqu'un, on ne peut pas les prendre et les manger. Et l'autre ne comprenait pas, parce qu'à Fidji, un poulet qui passe, tu l'attrapes et tu le manges, quoi. Tout ça pour illustrer le choc culturel que ça représente pour un Océanien d'arriver dans un... Oui, Théba. Pour rebondir sur ce qu'il dit, c'est ce que j'ai vu de mes yeux et connu. J'ai connu des Fidjiens qui, dans le choc des cultures, ils ouvrent le four pour faire à manger. Ils se chauffaient avec, ils pensaient que c'était un radiateur, quoi. Donc, ou un Fidjien qui avait besoin de faire un barbecue, il a arraché le parquet de sa maison parce que pour lui c'était normal. Donc il y a énormément de chocs des cultures dans ce sens-là que voilà, on ne se rend pas compte, et que ce film met en avant et que j'ai pu voir, connaître de mes yeux. Voilà. Tu veux dire un mot là-dessus ou sur le choc culturel? I think there's been a lot of improvement, but definitely when we spoke to some of the older players when we were doing our research,
there are a lot of players that were struggling and lost their contracts because they struggled being so far away from the Pacific. And there's a well-known player, what was his name? Yes, and Rupini, he refused to go to training. And He was too fat. well, yeah, he did. I mean, he put on weight, but he just didn't want to go to training because he struggled being away from his family. And he was making a lot of money. He was one of the best players in the world. And in the end, he just gave it all up. And now he's very happy being back in Fiji, working the land, being a farmer. But a lot of even ex-players, former greats, they ask the question, what are we doing wrong? Why can't we keep these guys here? What do we have to do? John? Just like when I saw Jerry's movie, Malakai Fekitoa talks about going to Wesley College, having no money, asking his schoolmates for food to get through his years at college before he broke through. That's actually a very common story with lots of Pacific Island children who get selected from the islands to a school in New Zealand, and that's the first training ground to a pathway of professionalism. And let's face it, not everybody succeeds. There is we have another sport in New Zealand, rugby league, very similar to rugby union. Same thing happens. Kids get taken out of home. If they are lucky, if they have support, they make it to the next level. And then they become like Deva, and they go to that level. And if they're lucky and they have support, they are given the opportunity and it's up to them. These days, there is more support for our players like Deva and others who go up there. There is a Pacific Islands Players Association. I heard a story of a Tongan man who needed an operation playing in Georgia. His club kicked him out. His family had to raise money because he didn't have medical insurance. But his support community, fellow teammates, came to his aid. And before that, if you look, say, 10, 15 years earlier, there probably was not that support. If you got into trouble, injured, you were on your own. And luckily, there are more players, Fijians, Samoans, Tongans, in Europe, as well as the Pacific Islands Players Association, who can help. So, but again, you know, lots of players don't make it. T'es qui, le choc culturel? Oui, moi, le choc culturel, je vais placer sur un aspect qui présente dans le film, c'est quand ces joueurs océaniens se font traiter un peu de mercenaires. Ils se font traiter un peu des mercenaires parce que on aimerait qu'ils rentrent dans des cases et puis qu'ils commencent comme ça, puis ensuite ils jouent tant de matchs et puis après ils vont en sélection et tout. Alors que eux, justement, ils cherchent plutôt à assurer un avenir pour leur famille. Et il y en a certains qui ont commencé, comme il expliquait Malakai et puis Piuto, à dire on ne va pas rentrer dans ce système parce qu'on va regarder qu'est-ce qui est mieux pour notre famille. Et puis à un moment donné, ils se sont fait exclure du système, ce que le film montre bien. Et s'ils se sont fait exclure, c'est pas qu'ils veulent être exclus, c'est parce qu'à un moment donné, ils vont chercher un intérêt qui leur appartient à eux, c'est-à-dire tout simplement assurer l'avenir de leur famille. Et après, ça a ouvert, on viendra peut-être après, mais ça a ouvert le débat sur les critères d'éligibilité de tous ces joueurs qui se faisaient à un moment donné capter par les grandes nations et qui après ne pouvaient plus jouer pour leur équipe. L'ouverture qu'il y a eu, et puis on ne le sait peut-être pas, mais Teiva Jacquelin était en plein dedans aussi avec l'équipe de France, puisqu'il jouait pour Tahiti. Juste pour les traducteurs, Rugby League, c'est le rugby à 13. Alors, en toute impartialité et toute objectivité, je voulais quand même signaler que parmi les jeunes océaniens qui réussissent à très haut niveau en France, il y a une jeune fille de Marais qui s'appelle Yolène Yango, que les gens de Marais doivent connaître, qui évolue en équipe de France de rugby à 7, qui sera aux Jeux Olympiques cette année, qui a une carrière remarquable à très très haut niveau. Teiva a dû la croiser. Donc, c'est pas non plus une spécificité océanienne ou polynésienne. Il y a aussi de nombreux Mélanésiens. Il y a de très très grands joueurs de Papouasie qui évoluent entre autres en Australie. Donc c'était juste une petite parenthèse objective, n'est-ce pas, Wallace? Il y a 2 ans en fait, il y a eu un film ici qui a été projeté, qui a eu un prix au FIFO, qui était le film de Dan Leo.
qui parlait on va dire des malversations au sein des fédérations océaniennes et de ce gap, de cette grosse différence de traitement des joueurs des grandes nations, j'entends Nouvelle-Zélande, Australie et toute l'Europe, et les joueurs océaniens, en citant un exemple qui est assez troublant, un match Samoa-Angleterre à Twickenham, chaque joueur anglais avait une prime de 20 000 euros, chaque joueur samoa avait une prime de 200 euros. C'est une autre version du rugby océanien. Jérémia, je pense que tu as vu ce film, tu connais peut-être Dan. Tu as des choses à dire sur cette réalité? Elle évolue, ça change un peu? Yeah, I saw the film and I thought it was very well done, you know, and I thought that Dan shared a point of view, having having represented Samoa at the highest level. I thought he offered a really unique and very, very true perspective on what was happening to the teams. I believe him, you know, he's got no reason to lie. He's got every reason to be targeted if he does tell the truth. And I know that he's got a hard time for what he did. But, you know, all power to him. He's shedding light on a lot of the, I don't know if racism is the right word, but the unfair treatment that the island teams go through. And only the players really know what's going on, because we heard as well from some of the English players, Billy Vunipola, who played for England, he told us about that exact moment when they were given an opportunity to give their payment to the Samoan players. But in the end, they wanted to do it, but it was actually World Rugby that found out and said, no, you can't do that. So, yeah, it's still there, the unfair treatment. D'un côté, dans ton film, on voit bien la première fois que le Samoa est qualifié pour la Coupe du Monde. Quand ils arrivent, c'est en Angleterre, je crois, ils ont à peine une paire de crampons par joueur. Et c'est seulement quand ils battent, je ne sais plus, quand ils passent ou qu'ils battent la première équipe dans la poule, que du coup les sponsors viennent et amènent un équipement qui est le minimum pour jouer. Yeah, I think it's that whole thing, like when you win, you get more airtime, and so you bring more money to the game. And I'm sure if Samoa lost, then they wouldn't have got their tracksuits, you know? So it's that old evil that we all need and all want, is money sort of makes the rules and pays the bills. Quelque chose à dire là-dessus, sur le traitement des fédérations en Océanie, de leurs joueurs, John? Like the treatment of. No, it's like as in Jerry's film, and Daniel's film, it's an old issue. It hasn't gone away. The gap has closed now with the way the international game is run. But there was a time when there was a feeling, particularly in New Zealand and long-suffering Pacific Island rugby fans, that the owners of the game only looked after the Six Nations teams, New Zealand, Australia, and South Africa, and that was it. Everybody was a second-tier nation, and they got all the privilege. They got all the good contracts. They got to make the rules in the game. But the likes of Brian Williams for Manu Samoa has always been on about this issue. We've got to remember that when Super Rugby Professional started in New Zealand, a few years later, New Zealand Rugby changed the rules so that Pacific Island players in the competition could only make themselves available for the All Blacks, but not for their island countries. So you had players, very good players like Inoke Apiaki for Tonga, the Tongan captain. He had to leave New Zealand to continue his professional career because in New Zealand, they wanted the top players available for, you know? Yeah, and we ask ourselves, has anything changed? Maybe not, you know?
Toi qui es dans les instances du rugby. Oui, alors c'est un vrai combat. Le rugby, à la tête, la Fédération internationale, ils sont très conservateurs. Et donc, effectivement, il y a ce qu'on appelle le tiers 1, ça veut dire les nations majeures du rugby, qui, au fait, quelque part, ne partagent pas tous les fonds qui sont générés de manière équitable. Et le film, c'était Ocean Apart, le film il y a 2 ans, il a ouvert justement, il a mis les projecteurs sur quelque chose qui a obligé la fédération internationale à revenir dessus, et il y a des ouvertures qui se sont faites. Aujourd'hui, moi en tant que dirigeant, quand on va à l'international, c'est sur ça qu'on appuie avec tous les pays du Pacifique. On essaie justement, et les choses changent, les choses changent, on le voit comme en politique, comme ailleurs, mais elles changent parce qu'il y a des gens qui mènent des combats. Et ce qui s'est passé avec ce film du Ocean Apart, il a mis les projecteurs dessus, et les instances dirigeantes ne pouvaient plus tourner la tête. Donc c'est en train, évidemment, comme toute chose, le changement ne se fait pas en 2 jours, c'est très lent. Mais en tout cas, ça montre encore une fois, je trouve, l'importance de ce qui est réalisé dans ces films-là. Mais bien sûr, mais c'est du reste au FIFO que les gens ont compris qu'il y avait ce film, et l'impact il vient du FIFO sur le film de Dan Leo. Non, c'était une blague. Attends, juste par contre, si je peux me permettre, par contre, dessus, voilà, il faut pas, c'est pas une malversation de la part des fédérations, c'est la fédération internationale dans sa répartition des droits. Les droits, en fait, dans la plupart des sports, il y a une réciprocité, ça veut dire qu'on se partage les droits d'entrée dans les stades, et dans le rugby, on a gardé que le pays qui accueille garde tous les droits pour lui et donne une toute petite partie à l'autre pays. Alors, quand l'Angleterre accueille à 80 000 personnes à Twickenham, il y a un maximum de fonds qui arrivent. Mais quand Samoa va accueillir à Apia Park pour 5 ou 6 000 personnes qui n'ont pas le même revenu, forcément, ce qui gagne est beaucoup moins important que ce qui gagnerait si on avait un partage équitable quand ils jouent dans les grands stades. Et le combat, il est là aujourd'hui. Oui, après, il y avait aussi un problème de répartition dans les fédés et entre les joueurs et les dirigeants. Mais ça, c'est la partie qui pose plus de problèmes à Danéo aujourd'hui. Alors, peut-être que le temps passe et je voudrais laisser un peu la parole au public. Dans le film de Jeremiah, il y a un moment qui est très important où ce journaliste, il me semble qu'il est de Bristol, parle de l'impact de John Alomu. John Alomu, qui est donc ce joueur tongien d'origine, un peu wallisien, et qui est devenu la première star mondiale du rugby. Et avec lui, c'est le virage. Et on rentre dans l'hyper-professionnalisation et le début de la richesse dans le monde du rugby. Les joueurs qui sont montrés dans le film de Jeremiah font partie des joueurs qui bénéficient de ces très gros salaires. Et à partir de ce moment-là, ça change un petit peu. Effectivement, John le rappelait, c'est des choses qui évoluent avec le temps. Aujourd'hui, j'ai l'impression que le rugby océanien profite pleinement de la richesse du rugby. Quel est peut-être, Teiva, ton sentiment? Est-ce que toi, tu te considères comme bien payé quand tu exerces ton sport au niveau professionnel? Est-ce qu'il y a encore des injustices? Est-ce que ça a avancé? Bon, les choses, elles ont avancé comparé à ce qu'on a vu dans le début du film, mais tu vois encore des injustices dans le sens où quand tu viens des îles, tu es un peu naïf, tu fais confiance trop facilement et tu peux facilement te faire avoir. Et pour donner un petit exemple, moi je suis parti en 2015 après les Jeux du Pacifique à Papouasie et j'ai rejoint le club de Toulon grâce à un partenariat qu'avait réalisé avec Pirée. Et après 1 an là-bas, j'ai été payé que par des primes de match. Et 1 an après, par mes bons résultats, j'ai intégré le centre de formation. Et quand je signe mon contrat, je touchais 500 €. Et donc j'ai signé, moi j'étais heureux. Je me rappelle que j'ai crié parce que ça voulait dire que je restais au club de Toulon et que je touchais un peu du doigt mon rêve de devenir pro et d'être dans un club élite. Et puis quand j'ai commencé à faire les courses, j'ai compris que je m'étais un peu fait avoir. Donc voilà, donc les choses vont dans le bon sens, mais il y a encore quand même des injustices parce qu'on ne connaît pas encore bien le système et ils savent qu'on ne connaît pas tout venant d'îles lointaines. Très bien. Les temps ont changé pour les joueurs océaniens. I think it has. I don't have the inside knowledge, obviously, as much as the players, but some of the top players, what they spoke about. I mean, obviously, Charles became the highest paid player in the world, and he made that position twice in his career.
And I know that he's been able to, I mean, he's a very smart man. He knows how to invest his money as well, but that kind of fortune, that wasn't even a dream for a lot of our kids back in the day. So it's happening, but also too, I feel like different countries just need to be able to access some of the inside knowledge that players have over there and share it with young up-and-coming players. John? I agree. I touched on it earlier before in terms of the support structures around the players, the ones overseas. But, in Jerry's film, there was Sam Tuitupo, a former Auckland and player and All Black. He's a player agent now. And it's these ex-players who are now stepping into that player management role who hopefully will bring their experience from their time in professional rugby in the UK and, help the next generation of players. The coach for Manu Samoa, he used to be head of the Players Support Association in New Zealand. So the more these players get back into the system, the better it is in terms of supporting our players overseas. Oui, je pense que le joueur océanien, ça rejoint ce qu'il disait tout à l'heure, c'est un peu le brésilien aujourd'hui. Ça veut dire que les équipes européennes aiment avoir des joueurs océaniens parce qu'ils apportent une joie de vivre et une simplicité, aussi bien dans le jeu que dans l'esprit d'équipe. Et donc oui, le joueur océanien, quelque part, aujourd'hui, est attrayant. Et donc il y a effectivement un effet aspirant sur lequel il faut qu'on pousse pour justement, je parle de nous, rugby tahitien, je ramène un peu à nous là, qu'on puisse justement avoir plus de joueurs encore au haut niveau. Donc le film de Jamia, je vous rappelle, c'est le rugby, la famille et la foi. Comme le temps passe, on va peut-être associer famille et foi pour des joueurs éloignés de leur île. La famille, c'est un support, la foi, c'en est un autre, j'imagine. Je sais par exemple que les Fidjiens, en France, ils se réunissent, ils sont tous très croyants. Il y a des passeurs qui sont du reste d'excellents rugbymen aussi. Et que les troisièmes mi-temps fidjiennes, en fait, c'est des moments de recueillement de prières, des moments communautaires. Teva, toi qui as peut-être à qui ça a manqué, justement cet entourage, famille, foi, comment, ou alors tu peux peut-être t'adapter dans un temple ou une église là où tu étais, comment tu vis ça et comment tu le vois des autres océaniens que tu as fréquentés forcément? Déjà l'éloignement touche tout le monde. J'ai vu des joueurs dont j'ai un Fidjien vraiment mal, on va dire, hein, et voilà, nous, ce qu'on aimait bien faire, c'est se réunir tous ensemble après les matchs pour boire le kava, pour discuter. Personnellement, moi, il y a beaucoup de moments dans ma carrière où je me suis senti seul, je me suis senti mal. J'ai beau être fort, être sur un terrain de rugby, etc. Mais bon, j'étais dans mon lit en train de pleurer pour plusieurs raisons. Donc, il y a ces à côté-là. Et ce qui est bien, c'est qu'entre nous, les gens du Pacifique, on a une grosse solidarité. Et j'ai rencontré les bonnes personnes. Ils ont su m'encadrer, m'écouter. Et c'est ce qui a fait beaucoup de bien. On a su garder cette proximité, cette solidarité entre nous. Merci. Jeremy? Yeah, I feel as if the faith seems to be something that is the connection wire with all of the island nations, and even if you don't quite understand each other with your language, you know how to pray and you know what that looks like, and sometimes you just being together in that moment, in that spirit, is enough to really pick you up. And it's great to hear that there's that kind of support for a young man who's so far away from home. And I think that's a real strength of our people. Oui, peut-être je vais repasser la parole après, mais dans le film, il y a aussi ce moment qui est très touchant de Billy Vunipola, qui explique son problème, sa relation à l'alcool, qui est un problème quand même qui est largement partagé par tous les joueurs océaniens, et qu'à un moment, c'est la foi qui le sauve et qui lui laisse la tête hors de l'eau. Donc même dans des moments comme ça où c'est un combat plus personnel, ça aide aussi, j'imagine. Tu dirais bien? Yeah, I mean, faith is one of those things that is there for you
in your room, you know, when you're alone, or when you're looking at for Billy, when you're looking at the bottom of a glass. And it could be, for other people, it's going to be different things, but I think that for me, in my opinion, faith is one of our greatest strengths. And it doesn't have to be Christianity, I don't know. But we've always been a spiritual people. My father's always said that our people have one foot on land, one foot in the spiritual realm. And so I think we can draw on that when we're at our weakest. John? Yeah, that story from Billy Vunipola was one of the most beautiful things in that film, I think. Jerry's right. Many of the players who end up in Europe actually come from the urban area like Auckland. Lots of Pacific Island people, and essentially it's about connection, and faith is a big part of connection to culture. I think in many of our island communities away from the islands, living in a big urban environment, and they get stronger and stay together because of their culture, where faith is a huge part of it. And keeping those connections together enables them to take advantage of all the opportunity that life presents, even in the tough times. It's education, it's football, it's rugby, whatever it is. But it's the culture that keeps them going. And faith is a huge part of that. And when you're living in an urban, big smoke city, like you say, you know, you want to meet your friends at the end of a game. It's your family that keep you going. Yeah. Oui, pour moi, la foi, c'est vraiment le rock du joueur du rugby du Pacifique. Hein. Pour avoir voyagé et affronté d'autres équipes, c'est toujours le même rituel. Comme chez nous en club, hein, Teiva pourra le dire, on commence toujours par la prière, on finit toujours par la prière. On remet toujours dans les mains de Dieu, dans les mains de notre Seigneur, de notre Créateur, tout ce qui va se passer. On ne le vit pas individuellement, c'est vraiment quelque chose qu'on partage en tant que joueur du Pacifique au niveau du rugby. On construit autour de cette foi. Merci. Il nous reste un peu moins de 10 minutes, un peu plus de 5 minutes. Si quelqu'un a une question ou une remarque, Eranis fera un plaisir de vous donner le micro. Oui, là, attends-toi. Hi, thanks. I have a question to the filmmaker. I just watched the film and I learned a lot about rugby, which I didn't know that much about. I guess this is more of a comment and you can respond. I was really interested in the women's voices that you showed, and there was a couple. So I'm wondering what was the decision to not include more women's voices and experiences around rugby in the film? Thank you. Good question. Thank you. I guess for this first documentary, and I really view this one as a first of its kind, was about letting the players speak first, because too often they only get 5 minutes at the end of a game. And also too, Pacific players aren't always the first choice that reporters will go to, unless they've made a high tackle, which unfortunately is quite a bit, or sent to the sin bin. But my point is, it was always about letting the players speak and tell their story first, and then after that, the most important woman that these players spoke about was their mother. So I wanted to give the mothers time next. And then after that, it was their wives or their partners. And I won't say who, but sometimes it was the other way around. It was the wife first. You know, they always mention their mums, and that's just the way island boys are. They love their mums, they love their wives or their partners, and they were the first female voices that I wanted to show. And then there were experts in the field of rugby, so they were included, but the priority for me was this time around. And I've spoken to people about having a women's rugby documentary. There's a lot of our women are coming up and playing rugby league in Australia, and they're doing amazing. So maybe in part 2 we'll focus on the women more. So you're in part 2? Maybe. Hey, kia ora.
Voilà, j'ai joué au rugby dans les années 80. J'ai apprécié le rugby dans les années début 70 aux îles Cook. J'ai appris à jouer à Rarotonga. Et j'ai vu la différence de culture déjà à l'époque entre nous et les îles Cook. Et quand je suis revenu jouer à Tahiti, j'ai trouvé une différence culturelle sur le terrain. Déjà, là-bas, on se bat sur le terrain jusqu'à des limites presque inacceptables. Ici, à Tahiti, ce que j'ai remarqué, on se bat aussi, mais on a oublié l'acceptable. Parce qu'on était à l'époque, je trouvais les joueurs tahitiens susceptibles par rapport aux règles. Parce que c'est un jeu facile, mais les règles sont très compliquées. Mais c'est facile à jouer. Mais ma question, elle est plutôt culturelle. Moi, je sais que pour les All Blacks, le haka, quand on regarde à la télé, c'est ce qui a un peu popularisé la culture océanienne. On s'est approprié, je pense, le rugby à Tahiti grâce au haka. Aujourd'hui, le haka commence depuis seulement 2005. Grâce au tiki-toa, grâce aux jeux océaniques. On a essayé d'être similaire à ces peuples. Ce n'est pas eux qui nous ont copié le haka, c'est nous qui a remis au goût du jour pour les Polynésiens. Et je voulais savoir, parce que je sais que la philosophie des All Blacks, ce n'est pas de menacer son adversaire. Ce que j'ai compris du haka néo-zélandais, c'est de démontrer à son adversaire que nous sommes prêts, nous, joueurs des Néo-Zélandais, à mourir pour le jeu. Et je veux, ma question, est-ce que dans tous les peuples, Tonga, Samoa, ont la même philosophie? John? For the haka? Correct me if I'm wrong, Jerry, but I always thought the haka was a challenge, part of the challenge in a combat situation. In this case, it's a rugby game, but it was a gentlemanly way to start a game. How would you say? I'm not sure in terms of the Samoa, the Tongans, and the Fijian haka. So maybe Jerry might want to add more to that. Well, at the moment, the haka that the Samoans perform, the words of the haka means, may the people of Samoa come together and unite as one. They use the word manu, Samoa, unite as one manu. Manu means bird or beast. So we will come together as one beast to fight, and may we fight. So, I mean, they're fighting words. Like, you can't really get around that, you know. And so there is talk about it's a respectful challenge, but also too, historically, if it's time to dance and get it on, then we fight. Juste peut-être apporter un petit éclairage culturel, justement, si je puis me permettre. Haka, ça veut dire faire. Haka. Haka manu, par exemple, au Marquise, c'est faire l'oiseau. Haka pou, haka, tout ça, c'est faire. C'est probablement, je peux me tromper, mais c'est probablement une des rares danses que l'on retrouve dans toutes les îles du Pacifique. Ce sont ces danses guerrières, ces danses de provocation que l'on retrouve même ici avec le rauti tamai, hein, qui est aussi poussé avant la guerre, faire inciter à la guerre pour ne pas faire la guerre. Parfois, le rauti tamai pouvait suffire à ne pas se taper dessus. Donc, c'est peut-être grâce au All Black que le haka s'est popularisé. Il ne faut pas oublier qu'il a aussi été un peu interdit dans toutes nos îles de pratiquer nos danses et nos chants bien souvent. Et de voir les Maoris continuer le haka comme les Hawaïens le hula a aussi incité d'autres peuples à remettre certaines de ces danses, certaines de ces pratiques au goût du jour. Voilà, juste une petite parenthèse. Voilà. Je peux compléter le Sibi fidjien.
Oui, donc j'ai dit, en fait, pour compléter, oui, Samoa ont leur danse guerrière avant. Il y a le Sibi Fidjien aussi, ils ont le danse. Tonga, donc au haut niveau, toutes ces nations du Pacifique, justement, ils ont ça en commun. On va appeler de la danse guerrière, le haka en commun. Pour revenir sur Tahiti, oui, moi ça fait 10 ans que je suis dans la fédération, on a essayé d'assainir un petit peu, même plus, d'assainir tout ça pour revenir à du jeu. Aujourd'hui, on est vraiment focus sur du jeu. Quand j'ai commencé en tant qu'entraîneur, il y a de ça plus d'une dizaine d'années, une des premières choses, quand j'ai travaillé sur le groupe, c'était justement l'écriture de notre haka sur le club de Pirée, par exemple. Et pour remettre ça, ça dit qu'il ne faut pas, tu ne peux pas faire du rugby si tu n'associes pas la dimension culturelle. Parce que c'est la culture qui doit porter le sport. Et petit à petit, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il y a d'autres clubs qui ont ressorti, qui ont fait aussi le leur. Fa avait toujours le leur, Manura avait toujours le leur, qui le faisaient plus forcément. Et depuis aujourd'hui, on a plusieurs clubs qui rentrent dans cette dimension parce qu'au-delà du jeu, il y a cette culture, il y a cet affrontement culturel avant le jeu. Donc oui, c'est bien revenu, c'est un fait d'actualité. Ce que disait Eremwana, c'est... Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. C'est pour ça, avant même que tu as d'autres disciplines qui mettent en place à Tahiti, nous avons relancé tout ça, effectivement. Et aujourd'hui, on a même plusieurs autres sports, et tant mieux, hein, qui s'approprient ça, et que justement, chaque sport, chaque compétition tahitienne, chaque équipe tahitienne fasse un haka avant. Je trouve ça fantastique, parce que justement, on exprime notre culture par derrière. Ce que Eremwana disait, et il ne faut pas se méprendre, c'est les All Blacks, grâce à leur magie, à leur exposition médiatique mondiale, ont fait que derrière, dans la foulée, toutes les équipes du Pacifique ont réexprimé leur haka. Jeremy le dit très bien dans son film, lorsqu'ils viennent en Angleterre pour la Coupe du Monde, ils sont interdits de haka. Ils le font quand même. Donc c'est l'éclairage médiatique et la magie des Blacks fait que... Oui, Laura, on termine. Une petite question derrière qui attendait depuis tout à l'heure. Oui, oui, bonjour. Jérémia, je n'ai pas vu ton film, mais ça ne saurait tarder. Moi, j'ai une petite question sur le fonctionnement ou la formation des joueurs océaniens ou polynésiens qu'ils peuvent avoir dans leur pays d'origine, de par leur fédération, pour leur expliquer comment ça se passe. Quelles sont les règles de vie qu'ils vont rencontrer, auxquelles ils vont être confrontés dans leur nouveau club en Europe. On a parlé beaucoup de choses, mais est-ce que ces gens sont informés que, par exemple, moi je prends l'exemple de la France, et qu'ils vont avoir un salaire, qu'ils vont là-dessus, ce salaire, ils vont devoir payer des impôts, ils vont devoir payer une voiture, une assurance, des impôts sur la maison, énormément de petits tracas administratifs auxquels ils ne sont sûrement pas habitués. Yeah, that's a very good question, and you might be able to help me out here, but I know that from speaking to the players, it really depends on what clubs make contact with that player, and if they're clubs that aren't so well off or not, the clubs aren't very big, then sometimes, I have to be careful what I say here, but sometimes certain clubs would send agents to the islands and they would promise these young players all these big grand contracts and money, but they didn't actually follow through. And some players would be left by themselves, be given very minimal housing, very, very little money, if any, and they would be left to fend for themselves. The richer clubs, they can give everything that they promise. But even then, it pays to have an agent that really is looking out for you. I'm not sure, maybe if you can add to that. Hey, we're good. Oui, pour compléter un peu, non, on n'a pas du tout de formation sur ces sujets-là et on est un peu livré à nous-mêmes, justement. Tout ce qui est administratif ou logement, etc. Il faut savoir que le haut niveau, c'est un rouleau compresseur et si tu n'es pas prêt au moment T, que tu sois pas bien ou pas, tu es mis sur le côté. Donc, c'est des choses qu'on apprend vraiment sur le tas et j'ai vu beaucoup de joueurs qui ont eu la vie difficile à cause de tous ces soucis administratifs ou des choses auxquelles ils n'étaient pas préparés, tout simplement, à la vie en Europe. Et nous, au niveau aujourd'hui, justement, on tient compte de ce qui s'est passé. On a un directeur technique fédéral aujourd'hui et on essaie de faire en sorte que tout ce qui est recrutement passe par lui parce qu'il a une habitude, il a été directeur du centre de formation du club d'Agen, donc il sait comment ça marche. Moi je reçois
chaque semaine des recruteurs, comme on dit, des demandes pour avoir des joueurs tahitiens pour partir chaque semaine. Et systématiquement, je les réoriente vers le directeur technique parce que tu as raison, s'ils ne sont pas aiguillés et accompagnés, ils n'y arrivent pas. On a vu l'exemple de Teiva Jacquelin, ça ne fait pas si longtemps, comment il a galéré. Et nous, on ne veut pas cautionner, c'est-à-dire de dire, on va faire partir des jeunes et là-bas, ils sont livrés à eux-mêmes. Donc c'est pour ça que maintenant, on essaie de passer par notre directeur technique qui va justement essayer de préparer le jeune. Mais on n'est jamais vraiment préparé à se retrouver tout seul là-bas. Et pour rebondir là-dessus, moi Ouais. Justement, ce qui nous aide à ce niveau-là et ces joueurs-là, Tangier Saint-Amand, c'est qu'il y a une association en France qui a été créée entre les gens du Pacifique et c'est ce qui a été un peu l'aide de tous ces joueurs-là en fait. Mais sinon, on est vraiment livré à nous-mêmes dans ce monde pro. Bien, je crois qu'il faut qu'on rende ça. le micro parce que le personnel doit démonter le chapiteau pour des raisons météo. Je voulais vous remercier tous d'avoir participé à cette rencontre. Merci beaucoup. Merci. Merci. Alors voilà, désolé.